La partie la plus instruite de la population était le clergé, mais les écoles des cathédrales et des abbayes ne suffisaient plus à son instruction. Voilà pourquoi les universités prirent naissance avec l'appui du pape. Si bien que les universités, tout comme les abbayes et l'ensemble du clergé régulier, ne dépendaient pas des évêques, mais directement du pape de Rome. Si bien qu'elles jouissaient d'immunité judiciaire. La justice y était exercée d'ailleurs par le chancelier de l'université. Les universités n'avaient pas de territoire, puisqu'elles étaient en général dans les villes ou juste à côté des villes, mais c'est l'appartenance à l'université, comme professeur ou comme étudiant, qui garantissait ces immunités. Si bien qu'outre les évêques et les échevins, il existait un troisième pouvoir dans les villes, les universités. Ces immunités judiciaires étaient destinées à garantir la liberté de recherche et de débat qui est propre au monde universitaire. Il faut réfléchir librement. La première de ces universités, c'est celle de Bologne qui fut fondée en 1088, donc 11 ans avant la délivrance de Jérusalem par les croisés. Celle d'Oxford date de 1167, celle de Modène en Italie de 1175, puis vint Cambridge en 1209, puis Paris en 1215, celle qu'on appelle la Sorbonne, et Salamanque en Espagne fut fondée en 1218. L'université de Padoue fut fondée en 1222, celle de Naples en 1224. Et il y en eut bien d'autres, on peut signaler au Portugal l'ancienne université de Coimbra qui fut fondée en 1290. L'université de Paris, donc la future Sorbonne, n'était donc pas la plus ancienne des universités, comme les Français le croient bien volontiers. Néanmoins, c'est à Paris que l'université médiévale prit sa forme au début du XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis. Elle s'organisa en 4 facultés. La faculté des arts, qui en fait enseigne les lettres. La faculté de théologie, qui englobe également la philosophie. La faculté de droit, et enfin la faculté de médecine. Et on voit que la faculté de médecine ne forme pas a priori uniquement, ni même principalement des ecclésiastiques. Et on enseigne bien sûr petit à petit de plus en plus de matières, notamment l'astronomie, les mathématiques, etc. Et les étudiants qui fréquentent ces universités sont des clercs, c'est-à-dire qu'ils dépendent de l'autorité de l'Église, et ce statut de clerc, même s'ils ne sont pas finalement destinés à l'Église, leur garantit les immunités judiciaires dont j'ai parlé. Et les étudiants qui bénéficient de bourses sont hébergés en tant que boursiers dans des collèges. Le plus connu, c'est celui que fonda Robert de Sorbon, le chapelain de Saint-Louis, qui a donné son nom à la future Sorbonne. Les professeurs et les étudiants n'étaient pas attachés toute leur vie à la même université, ils voyageaient beaucoup pour aller rencontrer un maître réputé dans une autre université, et les maîtres allaient également d'université en université pour faire profiter les étudiants de leurs sciences. Ces déplacements étaient rendus faciles par le fait que tout l'enseignement se faisait en latin. Un exemple célèbre, c'est celui de saint Thomas d'Aquin, qui fit une partie de ses études à l'université de Paris et qui y revint plus tard en tant que professeur. Et ces universités délivrent 4 diplômes. Le premier, c'est le baccalauréat, qui est en réalité le premier grade universitaire. La licence, la maîtrise et enfin le doctorat qui s'obtient après avoir soutenu une thèse. Ce sont à peu près les diplômes qui existent encore aujourd'hui. Mais à l'époque, il faut vraiment travailler pour les obtenir. L'enseignement dans les universités se fait, principalement en ce qui concerne la philosophie, c'est-à-dire aussi la théologie, selon la méthode de la scolastique. Il s'agit en réalité d'adapter les concepts élaborés par les philosophes grecs de l'Antiquité à une philosophie chrétienne, c'est-à-dire avec l'enseignement des pères de l'Église. En effet, les évangiles racontent la mort et la résurrection du Christ, mais ils ne contiennent pas un catalogue de préceptes philosophiques, ni de préceptes moraux. Mais il existe une philosophie chrétienne. Ainsi, saint Augustin, qui avait été évêque d'Hippone, en actuelle Tunisie, au 5e siècle, s'inspira du philosophe grec Platon, l'inventeur du mythe de la caverne, et comme Platon était un philosophe idéaliste, il s'inspira de cette philosophie idéaliste. Et au XIIIe siècle, ce fut saint Thomas d'Aquin qui fit la même chose avec le philosophe grec Aristote, l'ancien précepteur d'Alexandre. Aristote était un philosophe réaliste, donc la philosophie de saint Thomas d'Aquin est également réaliste. On voit donc qu'il y a plusieurs philosophies possibles, qui ne sont d'ailleurs pas incompatibles, et qui les unes et les autres sont chrétiennes. Et cette scolastique, elle est avant tout orale. Elle est obligée d'être orale car l'imprimerie n'est pas inventée, et donc les livres sont extrêmement rares. Ce qui explique qu'une grande partie de l'enseignement soit appris par cœur.
Et cet enseignement de la scolastique commence par une lecture à voix haute pour que tous les étudiants qui n'ont pas le livre sous les yeux puissent entendre, et une explication littérale, linéaire du texte. C'est la lectio. Puis le maître commente le texte, c'est la quaestio. Et enfin, les étudiants débattent en public face à deux docteurs qui vérifient qu'ils ne disent pas trop n'importe quoi. Les étudiants peuvent avoir tendance à dire n'importe quoi, les professeurs aussi d'ailleurs. Ils donnent leur avis et leur interprétation sur ce qu'ils ont appris. Cette méthode durera jusqu'à la Renaissance. Elle sera abandonnée non pas parce qu'elle est sclérosée, mais tout simplement parce qu'on va inventer l'imprimerie et que la mise à disposition de livres beaucoup plus nombreux va permettre d'abandonner un enseignement essentiellement oral.